Après le pétrole, les BRIC détiennent 72% des métaux rares mondiaux. Après l'élargissement des BRIC en 2024, l'Alliance détient désormais officiellement 42% des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Mais ce n'est pas tout, les BRIC contrôlent également la majorité des réserves mondiales de métaux rares, représentant 72% de ces ressources. Cela confère à l'Alliance un avantage stratégique supplémentaire dans le commerce mondial du pétrole et des métaux rares. Les pays des BRIC se complètent en matière d'extraction de minéraux critiques et de production. Cette coopération pourrait mener à un commerce mutuel au sein des membres de l'Alliance et garantir la continuité de l'approvisionnement. L'Alliance pourrait également influencer la stabilité des prix et prendre une avance significative dans les décisions mondiales. Les derniers rapports indiquent que l'Alliance discutera du commerce du pétrole et des métaux rares lors du prochain sommet des BRIC. Les accords commerciaux géologiques pourraient être réécrits, offrant au bloc un avantage considérable dans les transactions transfrontalières. Un rapport mentionne que les perspectives de coopération entre les pays des BRIC dans le domaine de l'étude, du développement et de l'utilisation rationnelle des ressources minérales sont à l'ordre du jour. L'un des domaines possibles de coopération dans ce secteur est d'élargir le commerce mutuel des produits minéraux et des métaux afin de garantir la continuité des approvisionnements et la stabilité des prix, a déclaré Yevgeny Petrov, directeur de l'Agence fédérale russe de gestion des ressources du sous-sol, Rosnodra. Il a ajouté: une analyse simple montre que l'adhésion de nouveaux membres au BRIC permettra de détenir 72% des ressources mondiales en métaux rares. De plus, si les BRIC utilisent leur devise locale pour le commerce des minéraux rares, le dollar américain pourrait être confronté à des déficits. Cela pourrait affecter gravement certains secteurs économiques des États-Unis si les BRIC abandonnent le dollar pour le commerce. L'Alliance semble regrouper tous les produits sous son contrôle, ce qui pourrait transformer ses perspectives économiques dans les années à venir. Dynamique de la dissidence, l'ordre basé sur des règles occidentales et la quête du Sud global. Peut-être aveuglé par sa propre Weltanschauung, l'Occident semble incapable de comprendre pourquoi certains pays restent indépendants des catégories établies pendant le moment unipolaire. Illustrant ce sentiment, Zelensky a déclaré dans une interview à la presse brésilienne qu'il ne comprenait pas pourquoi le Brésil et la Chine priorisent les Russes plutôt que nous. De plus, lors d'une conférence de presse en Suisse, le dirigeant ukrainien a affirmé qu'il n'écouterait le Brésil et la Chine que lorsque ces pays adopteront les principes des nations civilisées. Cette déclaration a suivi le refus du Brésil, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et d'autres pays BRIC plus de signer le communiqué final du sommet. La réticence d'une grande partie du Sud global à soutenir l'Ukraine peut être liée au terme même utilisé par Zelensky. Ce biais crée des hiérarchies de valeurs et d'idéologies qui ne tiennent pas compte des trajectoires historiques, culturelles et politiques diverses des pays en dehors de la sphère occidentale. À cet égard, le soi-disant ordre fondé sur des règles, établi après la Seconde Guerre mondiale, a été conçu par l'Occident et imposé unilatéralement au reste du monde. Les pays du Sud global ne s'opposent pas, en soi, à un cadre international qui défend des valeurs et un consensus pour assurer la sécurité et la stabilité mondiale. Cependant, les arrangements traditionnels de gouvernance mondiale ne reflètent plus les réalités actuelles. De plus, il existe de nombreuses contradictions découlant de l'application unidimensionnelle et hypocrite de ces règles, jugées valables uniquement pour un groupe spécifique de pays. Dans l'ère post-guerre froide, une série de mouvements de l'OTAN a mis en évidence les « doubles standards » des interventions unilatérales, révélant des contradictions entre la rhétorique et les actions des Européens et des Américains dans le cadre de l'ordre fondé sur des règles. Cette situation est aggravée par la perception, parmi la majorité mondiale, que l'Occident n'accorde pas la même importance aux questions de sécurité et aux crises humanitaires lorsqu'elles se produisent dans le Sud global. L'intervention de l'OTAN dans l'ex-Yougoslavie dans les années 1990 en est un exemple frappant. Cette action a non seulement violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, mais elle a également ignoré les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, en le remplaçant arbitrairement par une OTAN globale et en imposant des règles non consensuelles au reste du monde. Cet événement a marqué une tendance où les intérêts et justifications occidentaux ont commencé à l'emporter sur les procédures formelles de l'ordre international, ouvrant la voie à une instabilité et à une incertitude mondiale. Depuis lors, une série d'actions entreprises par les États-Unis et leurs alliés a encore sapé la crédibilité de l'ordre qu'ils proclamaient être fondé sur des règles. Les interventions militaires en Irak, en Afghanistan,
en Libye, ainsi que les sanctions imposées sans l'aval des institutions multilatérales, ont remis en question la légitimité de cet ordre. Plus récemment, le soutien financier, militaire et diplomatique à Israël contre la Palestine a mis en lumière ces doubles standards. Ces questions révèlent une approche sélective des pays occidentaux, intensifiant la méfiance et le sentiment d'injustice parmi les États non occidentaux. Sous cet angle, les justifications civilisationnelles de cet ordre ont non seulement servi à justifier des actions contre les intérêts des nations du Sud global, mais aussi à légitimer des guerres contre ces pays, visant en fin de compte à préserver l'hégémonie occidentale. La rhétorique de promotion de la démocratie et des droits de l'homme a souvent masqué des interventions qui ont entraîné la déstabilisation et la souffrance humanitaire, renforçant la perception que cet ordre fondé sur des règles était appliqué de manière sélective et opportuniste. La conséquence concrète et explicite du refus des pays d'Amérique latine, d'Afrique et de la plupart des pays asiatiques de soutenir l'Ukraine se manifeste par les appels de plus en plus fréquents de l'Occident à ces nations pour qu'elles participent aux sanctions et qu'elles aident dans l'effort de guerre contre la Russie en fournissant des armes à Kiev. Le concept de civilisation, historiquement utilisé pour justifier le colonialisme, remplacé plus tard par la perspective unique de l'ordre soi-disant, fondé sur des règles, est imprégné d'un biais eurocentrique colonial. De plus, la pénurie d'armements occidentaux pour soutenir le gouvernement ukrainien va au-delà d'une simple sous-estimation de la Russie, elle met en lumière une doctrine militaire axée sur des guerres irrégulières et hybrides, avec une demande limitée. Ces stratégies visaient à financer des efforts de déstabilisation dans le Sud global, y compris les révolutions de couleur, le printemps arabe, des coups d'État et des changements de régime, principalement destinés à saper les initiatives indépendantes et souveraines. Dans ce contexte, la capacité militaire occidentale s'est longtemps concentrée sur la gestion de conflits de faible intensité, où la demande en artillerie conventionnelle était limitée. En conséquence, l'infrastructure de production d'artillerie est mal adaptée pour soutenir un conflit prolongé et de haute intensité comme celui qui se déroule en Ukraine. Cette perspective explique pourquoi les stocks d'artillerie et de munitions conventionnelles en Occident s'épuisent, les obligeant à se tourner vers les pays du Sud global pour obtenir des fournitures et du soutien. Une stratégie différente aurait été de proposer de véritables pourparlers de paix avec le gouvernement russe. Cependant, les élites occidentales ont préféré redoubler d'efforts et utiliser les Ukrainiens comme sujet dans une expérience troublante de « mort lente », visant à déstabiliser Moscou et à potentiellement cibler Pékin à long terme. Alors que le conflit évolue de plus en plus vers une stratégie occidentale de confinement, initialement axée sur la Russie et potentiellement étendue à la Chine avec le temps, les tactiques utilisées par l'OTAN pour rallier les dirigeants du Sud global sont restées cohérentes. On observe une augmentation d'un discours moralisateur et étroit qui cherche à diviser le monde entre les nations civilisées et les autres. Cette rhétorique polarisante ne reconnaît pas la nature complexe et diversifiée des réalités politiques et économiques mondiales, mais exacerbe également l'aliénation des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, dont les intérêts et les perspectives sont marginalisés. En conséquence, les nations représentant la majorité mondiale se trouvent dans une position neutre ou de plus en plus alignées avec des initiatives alternatives qui divergent de celles imposées par l'Occident. Cette tendance les conduit à se rapprocher des efforts des BRIC+, renforçant ainsi la cohésion au sein de ce bloc par un rejet croissant de l'ancien ordre libéral. BRIC et la dédollarisation, une alternative ou un potentiel désastre. Du 22 au 24 octobre 2024, un sommet des BRIC se tiendra avec un ordre du jour clé portant sur l'éventuelle création d'une monnaie commune adossée à l'or. Les BRIC, un groupe de pays composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale depuis leur formation. Leur objectif principal est de renforcer la coopération économique et politique entre les membres et de réduire la dépendance vis-à-vis d'un système financier mondial dominé par les nations occidentales, en particulier les États-Unis. La domination du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale et principal outil de transaction a créé une forte dépendance à l'égard d'un système monétaire contrôlé par Washington. L'initiative de dédollarisation des BRIC vise à réduire cette dépendance au dollar et à créer une alternative plus indépendante pour les transactions internationales. Les premières étapes incluent la création de la New Development Bank, NDB, et de l'accord de réserve contingente. Cependant, ces mesures n'ont pas encore pleinement répondu aux attentes initiales.
Les BRICS envisagent maintenant d'utiliser une monnaie adossée à l'or comme alternative plus stable, moins influencée par les fluctuations politiques mondiales. Mais comment cela affectera-t-il des pays comme l'Indonésie? S'agira-t-il d'une alternative pour équilibrer le système monétaire international ou cela pourrait-il entraîner un désastre potentiel? L'initiative de dédollarisation et pourquoi les BRICS envisagent une monnaie adossée à l'or. L'une des initiatives récentes des BRICS est de développer un nouveau système de paiement qui n'utilise pas le dollar américain. Ce système est conçu pour faciliter les transactions transfrontalières en utilisant des technologies numériques avancées, y compris la blockchain. Bien que le système soit encore en développement, des spéculations existent sur l'utilisation d'une monnaie adossée à l'or dans ce cadre. Une monnaie adossée à l'or pourrait offrir une stabilité supérieure par rapport aux monnaies fiduciaires, souvent influencées par les politiques monétaires et l'inflation. L'or a longtemps été considéré comme une valeur refuge et peut servir de protection contre les fluctuations monétaires. En liant la valeur de la monnaie à l'or, les BRICS espèrent créer une alternative plus résiliente face à l'instabilité économique mondiale et aux sanctions internationales qui touchent fréquemment les États membres. Cependant, bien que cette monnaie soit adossée à l'or, le système monétaire proposé par les BRICS continuerait de reposer sur l'usure, puisque les taux d'intérêt joueraient toujours un rôle central. À long terme, cette dépendance aux mécanismes d'intérêt pourrait entraîner un découplage progressif de la monnaie BRIC de l'or. Alors que les institutions financières chercheraient plus de flexibilité pour répondre aux demandes du marché et à la croissance économique, la tentation d'inflation de la monnaie ou d'ajustement de la politique monétaire pourrait éroder la norme initiale de l'or. Ce scénario reflète les tendances historiques où les monnaies, bien qu'à l'origine adossées à l'or, ont finalement rompu leur lien avec les métaux précieux au profit de systèmes plus adaptables basés sur des devises fiduciaires. L'histoire de l'or dans le système monétaire international. L'or a longtemps été utilisé comme moyen d'échange et de réserve de valeur. Dans l'histoire du système monétaire international, l'or a joué un rôle majeur en tant que norme monétaire mondiale, connue sous le nom de l'étalon or. En 1944, la conférence de Bretton Woods a établi un nouveau système monétaire international où le dollar américain est devenu la principale monnaie de réserve, échangeable contre de l'or à un taux fixe. Ce système a conféré aux États-Unis un pouvoir significatif dans le commerce international. Malheureusement, le taux de change du dollar contre l'or n'a cessé d'augmenter, car davantage de dollars étaient imprimés et circulaient dans le monde, sans avoir suffisamment de réserves d'or pour les soutenir. Cela reflétait un abus de pouvoir par l'impression excessive de dollars, même sans réserve d'or suffisante pour les garantir. Finalement, en 1971, le président Richard Nixon a annoncé la fin de la convertibilité du dollar américain en or, le « Nixon Shock », marquant le début d'une ère où le dollar est devenu une monnaie fiduciaire uniquement soutenue par la confiance du marché, et non plus par des réserves d'or. Avec cette transition, le dollar américain est devenu la principale monnaie pour le commerce pétrolier, donnant naissance au terme « pétrodollar », et le système financier mondial a commencé à dépendre davantage du dollar. Ce changement a permis aux États-Unis de bénéficier d'avantages considérables, notamment la possibilité de creuser de larges déficits commerciaux et d'imposer des sanctions économiques aux pays opposés à leur politique étrangère. Le commerce international s'est déroulé presque exclusivement en dollars, même après que cette monnaie n'ait plus été liée à l'or. Le pétrole a maintenu la valeur du dollar, car, avant la pandémie de Covid-19, près de 100% du commerce pétrolier était effectué en dollars américains. Cependant, en 2023, il a été signalé qu'un cinquième du commerce pétrolier était réalisé dans des devises autres que le dollar américain. L'instabilité causée par les politiques monétaires américaines peut largement affecter l'économie mondiale, poussant des pays comme les BRICS à rechercher des alternatives plus stables. Défis et risques d'une monnaie numérique adossée à l'or au sein des BRICS.